Bonjour à tous. Au nom de la CMM, je vous souhaite bienvenue à ce webinaire sur le marché résidentiel dans le Grand Montréal. Mon nom est Philippe Rivet, conseiller en recherche et responsable de l'Observatoire Grand Montréal à la CMM. On est très heureux aujourd'hui d'avoir avec nous Francis Cortellino, économiste à la SCHL, qui va nous présenter son plus récent portrait sur le marché résidentiel dans la région métropolitaine. On sait que le marché s'est rapidement transformé au cours des dernières années. Le processus de densification s'est accéléré, ce qui favorise le transport durable, réduit la pression sur les milieux agricoles et naturels. Et différents enjeux ont retenu l'attention, dont la diminution de l'abordabilité du logement ou l'accélération de l'étalement urbain hors des limites de la CMM. Ce sont toutes des dynamiques à suivre de près pour pouvoir mieux planifier le territoire métropolitain. Et à la CMM, les données et analyses de la SCHL nous sont d'une grande utilité pour notre travail de monitoring. Donc, on est très heureux d'avoir Francis pour nous éclairer sur ces questions ce matin. Sa présentation sera divisée en 3 blocs avec de courtes discussions entre chaque bloc. Et on terminera avec une période de questions que vous pourrez transmettre là, par écrit via l'outil de questions de la plateforme Zoom. Alors, Francis, sans plus attendre, je te laisse poursuivre avec ta présentation. Merci bien, Philippe. Donc, j'aimerais, pendant que je présente, je partage mon écran. Donc, j'aimerais remercier la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, pour cette invitation aujourd'hui. C'est très, très, très apprécié. Pour parler du marché immobilier du Grand Montréal. Donc, lorsqu'on parle du Grand Montréal, de la région métropolitaine de Montréal, on parle de l'île de Montréal et de ses banlieues environnantes. Et pour les gens de la CMM qui sont présents ce matin, il y a quelques différences entre la région métropolitaine et le territoire couvert par la CMM. Il y a quelques municipalités un peu plus éloignées, comme Saint-Jérôme, Saint-Colomban, Saint-Lin et Saint-Jean, qui font partie de la région métropolitaine de Montréal, mais qui ne sont pas dans le territoire couvert par la CMM. Et on reviendra un peu plus tard au cours de la présentation. Donc, le plan de la présentation est vraiment très simple. On va tout d'abord voir les fondamentaux qui ont un impact sur le marché immobilier pour ensuite passer à travers les différents marchés immobiliers, soit la revente, le neuf et le locatif. Commençons tout d'abord avec les fondamentaux. Donc, l'emploi progressait quand même assez bien dans la région de Montréal au cours des dernières années. En février 2020, on était quasi à un sommet d'emploi. Par contre, est arrivée la COVID, donc chute très importante du nombre d'emplois jusqu'au mois d'avril, perte de 415 000 emplois dans le Grand Montréal. Par la suite, donc, il y a eu plusieurs mesures de déconfinement, donc l'emploi a réaugmenté. Par contre, on peut voir que le nombre d'emplois qui a augmenté a récemment rebaissé un petit peu étant donné les mesures de confinement qu'on a eues récemment. Et en fait, si on compare les données d'emploi toutes récentes par rapport au sommet qu'on a eu en février 2020, on a encore peut-être un retard de 5 par rapport au bilan de février 2020. Donc, encore un recul de l'emploi par rapport au niveau pré-pandémie. Si on regarde l'emploi en 2020 par catégorie, on peut voir que certaines catégories ont eu des baisses d'emploi, l'emploi à temps partiel, l'emploi des 15 à 24 ans. C'est normal, le secteur des services a été durement touché, restaurants, commerce, hôtellerie, etc. Donc, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de baisses d'emploi de ce côté-là. Par contre, très important de noter que chez les 25-44 ans, dans l'emploi à temps plein, donc 25-44 ans, qui représentent vraiment la masse des acheteurs sur le marché immobilier, l'emploi est demeuré stable en 2020. Et donc, on va le voir un peu plus tard, ceci a aidé, à soutenir la demande sur le marché immobilier au cours des derniers mois. Autre facteur économique très important, les taux hypothécaires qui, comme vous le savez, sont très faibles en ce moment et devraient le demeurer aussi au cours des prochains trimestres. Un autre facteur qui vient soutenir la demande sur le marché immobilier. Côté démographie maintenant, vous le savez, on est dans un contexte de vieillissement de la population, une croissance de plus en plus forte du nombre de ménages âgés, croissance plus faible du nombre de jeunes ménages. Et un des exemples pour le marché immobilier, c'est qu'on est dans un contexte où il y a une plus grande présence peut-être de deuxième, troisième acheteurs avec une plus grande équité et une présence un peu moins importante du nombre de premiers acheteurs. Mais le fait saillant du point de vue démographique au cours des dernières années, c'est vraiment le solde migratoire. Donc, si vous avez le solde migratoire pour la province du Québec, car ce sont les données les plus récentes, mais dites-vous que la région de Montréal accapare une grande partie de ce solde migratoire-là. Et rapidement, c'est quoi un solde migratoire? Mais prenez tous les gens qui arrivent d'ailleurs, de d'autres provinces, de d'autres pays, qui viennent s'établir au Québec, et vous enlevez les gens qui quittent le Québec pour aller s'établir ailleurs.
Et puis voir que 2013 à 2015, ça avait un peu baissé. En 2015, on avait un gain migratoire de 25 000 personnes au Québec. Mais par la suite, ça a littéralement explosé. 80 000 personnes en 2018 et plus de 90 000 en 2019. Et qu'est-ce qui explique cette forte augmentation? C'est ce qu'on appelle les résidents non permanents, donc étudiants internationaux, travailleurs temporaires de l'étranger et demandeurs d'asile. Et ce type de résidents non permanents-là est très, très important pour le marché locatif car la très grande majorité d'entre eux sont des locataires. Et je sais que ça fait beaucoup de chiffres à absorber rapidement. Par contre, dites-vous, qu'est-ce que ça représente pour la région de Montréal en 2019, tout ce sol migratoire? C'est comme si, pendant une journée, on avait rempli le stade olympique à pleine capacité de migrants et on leur avait dit, maintenant, vous pouvez aller chercher un logement dans le Grand Montréal. Donc, vous pouvez imaginer à quel point c'est bien soutenir la demande locative en peu de temps sur un marché. Et on va le voir en fin de présentation, l'impact sur le marché locatif. Maintenant, en 2020, qu'est-ce qui se passe du côté du sol migratoire? Bien, le nombre d'immigrants en forte baisse, 40 depuis le début de l'année, avec des frontières qui sont presque totalement fermées. Et même du côté des résidents non permanents, vous pouvez voir, on en avait 57 000 en 2019 depuis le début de janvier à septembre. On est à moins 4 000 en 2020. Donc, peut-être vous demandez, c'est comment ça, moins 4 000? Mais ici, on regarde vraiment la différence entre ceux qui arrivent au pays et ceux qui quittent le pays. Et donc, en 2020, il y en a plus qui ont quitté le pays qu'il y en a qui sont arrivés. Et donc, on se retrouve avec un chiffre négatif. Pour revenir à mon image de tantôt, le stade olympique, en ce moment, il est pas mal vide de ce côté-là. Et donc, étant donné que la population de l'île de Montréal dépend beaucoup de cette composante internationale, vous pouvez imaginer que la croissance de la population a été très faible en 2020 sur l'île, mais aussi en raison qu'il y a eu beaucoup moins de déplacements de personnes d'ailleurs au Québec qui sont venus sur l'île de Montréal. On peut penser souvent qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui partaient de plusieurs régions du Québec pour venir étudier près des universités montréalaises. Ça n'a pas été le cas cette année avec l'université qui est faite à distance. Encore une fois, un autre facteur qui explique une faible croissance de la population cette année. Or, le phénomène migratoire, très important. Donc, vous savez, année après année, il y a plusieurs milliers de Montréalais qui quittent l'île de Montréal pour aller vivre en banlieue, donc à Laval, Montérégie, Lanaudière-Laurentide, mais à l'intérieur du Grand Montréal. Et en 2020, et c'est les données les plus récentes que l'on a, malheureusement, elles arrêtent en juillet. Donc, ça a probablement capté seulement une petite partie de l'impact de la pandémie. On peut voir quand même en 2020, ça a augmenté, mais peut-être pas autant que les dernières années. Donc, c'est relativement stable par rapport à 2019. Qu'est-ce qui était vraiment différent cette année? C'est du côté des gens qui ont quitté l'île de Montréal pour sortir du Grand Montréal et aller vivre dans les municipalités un peu plus limitrophes au Grand Montréal, donc en Montérégie, la Naudière-Laurentide, mais qui sortent du Grand Montréal, pensez par exemple à Saint-Donat, Saint-Agathe, Mont-Tremblant et d'autres municipalités de ce secteur. On peut voir qu'en 2020, il y a quand même une bonne augmentation du nombre de Montréalais qui ont quitté pour vivre à l'extérieur du Grand Montréal. Et ça ne s'est pas limité seulement à l'île de Montréal, mais on se rend compte aussi qu'il y a des gens qui ont quitté la banlieue montréalaise pour aller vivre eux aussi dans des municipalités limitrophes au Grand Montréal. Ça a quand même fortement augmenté. On peut peut-être dénoter ici, étant donné qu'on peut travailler un peu plus de la maison qu'avant, ça a peut-être encouragé certaines personnes à demeurer un peu plus loin des centres urbains qu'autrefois. Et la question des données du mois de juillet, ça fait en sorte, oui, bon, ça arrête en juillet, qu'est-ce qui se passe depuis juillet? Et ça, on a creusé un peu la question, puis on est allé voir les transactions de maisons familiales qui ont lieu en banlieue, mais d'acheteurs qui vivaient sur l'île de Montréal. Et on s'est rendu compte que de 2015 à 2019, il y a près 22 à 24 des maisons qui étaient achetées en banlieue qui provenaient de personnes qui vivaient sur l'île de Montréal auparavant. Et en 2020, les dernières données indiquent qu'on est rendu à 29 qui est quand même un gain important. Et plus important encore, les proportions ont commencé à être importantes à partir du mois de juillet. Donc, il semble que cette migration île-banlieue s'est peut-être accentuée au cours des derniers mois de l'année 2020. Pour revenir maintenant à quelques municipalités un peu plus aux extrémités du Grand Montréal, mais qui ne sont pas couvertes par le territoire de la CMM, dont Saint-Jean, Saint-Lin et Saint-Jérôme, ces municipalités-là, eux aussi, ont connu, disons, des gains en termes d'achat de maisons familiales en provenance d'acheteurs de d'autres régions de la métropole. Dans le cas de Saint-Jean, on est en mesure d'attirer des acheteurs de Montréal, mais aussi de Brossard et Longueuil. Et pour Saint-Lin et Saint-Jérôme, encore une fois, plus d'acheteurs en provenance de Montréal, mais aussi plus d'acheteurs en provenance de municipalités qui sont situées pas trop loin de Saint-Lin et Saint-Jérôme sur la rive nord. La question à 1 million de dollars maintenant.
Est-ce que ça va se poursuivre? Mais on sait déjà que le choix de localisation d'un ménage va dépendre de plusieurs facteurs. Le prix de la propriété, le déplacement qu'il y a à faire entre le travail et la banlieue, le type de propriété, maison, condo, le quartier, les services, etc. Et nous, on avait sorti une étude en juin 2019, et vous avez les résultats résumés dans l'encadré à l'écran, mais grosso modo, on sait que tous que lorsqu'une personne va acheter une maison en banlieue, le paiement hypothécaire va être plus petit que s'ils avaient acheté une maison sur l'île parce que les maisons sont moins chères en banlieue. Mais nous, on avait voulu regarder si oui, mais les personnes qui achètent une maison en banlieue, certains d'entre eux doivent retourner travailler après sur l'île de Montréal. Si on tient compte des coûts de transport, du temps de transport de ces ménages-là, est-ce que l'économie sur le paiement hypothécaire est encore là en bout de ligne? Et la réponse à cette question, c'était oui. Malgré les coûts de transport, le temps de transport, les gens sauvaient quand même de l'argent sur le paiement hypothécaire. Et qu'est-ce qui est arrivé avec la pandémie? Bien, la pandémie est venue affecter certains des facteurs qui rentrent dans le processus de décision des ménages. Peut-être un des plus marquants, c'est la possibilité maintenant de faire du travail à distance. Et à ce sujet-là, moi, j'ai un jeune garçon à la maison et il adore jouer au Monopoly. Par contre, quand on joue au Monopoly avec mon garçon, il est toujours en train de changer les règles du jeu. Si on tombe sur telle case, il arrive tel truc, tel truc. Puis à cause que mon garçon change toujours les règles du jeu, bien moi, ma stratégie ou mes décisions que je prends pendant que je joue changent aussi. Bien, la pandémie est venue faire un peu ce que mon garçon fait au Monopoly. Elle est venue changer les règles du jeu. Et parce que les règles du jeu ont changé, il faut être conscient que, vraiment, que le choix de localisation, les décisions que les ménages vont prendre en termes de localisation va probablement être impacté aussi au cours des prochains mois. Et encore une fois, est-ce que quand la poussière va retomber, peut-être qu'on va travailler 2-3 jours au bureau, peut-être ça va être 4 jours, 1 jour. Donc, il y a plusieurs inconnus encore, mais par contre, on peut se penser que les décisions vont être impactées. Et ça va être de voir à quel point ces décisions-là en bout de ligne vont aussi avoir des impacts sur la société en termes, par exemple, de transport, d'environnement. Donc, c'est vraiment une dynamique urbaine qui est importante à suivre au cours des prochains mois. On parle beaucoup d'acheteurs de maisons depuis quelques diapositives, mais qu'est-ce qui se passe du côté des locataires en termes de mobilité? Malheureusement, c'est beaucoup plus difficile à suivre. Les dernières données que l'on a en ce moment, c'est celles du recensement de 2016. Ce que l'on sait, c'est que généralement, les locataires vont être beaucoup moins mobiles que les acheteurs d'un secteur à l'autre du Grand Montréal. Donc, on voit beaucoup de personnes qui quittent l'île de Montréal pour acheter une maison en banlieue, par exemple, etc. Par contre, c'est des déménagements de l'île à la banlieue pour les locataires, c'est beaucoup moins présent. Qu'est-ce qu'on remarque aussi, c'est que les locataires moins fortunés à plus faible revenu vont généralement moins déménager que les locataires avec des plus hauts revenus. Et surtout, lorsqu'ils déménagent, ces ménages à plus faible revenu ont surtout tendance à déménager dans les mêmes secteurs où ils habitent déjà. Et quand on y pense, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ceci. Donc, déménager, ça coûte cher, hein, ça coûte de l'argent, le déménagement, les branchements, le débranchement, tout ça. Donc, il y a certaines barrières probablement qui empêchent ou qui limitent la capacité des ménages à plus faible revenu à déménager. Et aussi, lorsqu'on déménage dans le même secteur, il peut y avoir des coûts de transport si on déménage loin, on perd des services. Donc, encore une fois, certaines barrières plus difficiles pour les locataires, en particulier pour les locataires à plus faible revenu. Je termine la section sur l'endettement, le taux d'endettement des ménages. Donc, si vous avez le taux d'endettement des ménages à Montréal, Toronto et Vancouver en 2019, vous pouvez voir que c'est relativement élevé, mais c'est plus élevé à Toronto, Vancouver, étant donné que les prix des maisons est plus élevé. C'est la dette hypothécaire qui est plus élevée dans ce cas-là. Alors que dans le cas de Montréal, on peut voir que pour chaque dollar de revenu disponible, les ménages avaient 1,63 $ de dette. En 2020, on peut voir forte baisse du taux d'endettement des ménages montréalais et à Toronto, Vancouver aussi, mais disons dans une moins grande mesure. Qu'est-ce qui explique cette baisse-là du taux d'endettement? Ce n'est pas la dette hypothécaire, parce que la dette hypothécaire, elle, continue d'augmenter au cours des derniers trimestres. Une des raisons, c'est que la dette non hypothécaire, elle, a baissé. Vous savez que les ménages ont eu beaucoup moins de dépenses à faire au cours des derniers mois. On a vu que tout ce qui est prêt auto, carte de crédit, marge de crédit, donc une baisse de la dette non hypothécaire au cours des derniers mois. Mais qu'est-ce qui explique vraiment l'ampleur de la baisse que vous avez à l'écran? C'est plus la hausse du revenu disponible qui était très forte, particulièrement à cause des mesures de soutien du gouvernement qui est venu augmenter la moyenne du revenu des ménages dans ces centres urbains ici. Et encore une fois, comme ces mesures de soutien étaient temporaires, on peut se douter aussi que, disons que les taux d'endettement que vous avez à l'écran sont aussi, la baisse ou l'ampleur de la baisse à tout le moins, sont aussi temporaires. Donc, ça va être important de continuer à surveiller le taux d'endettement des ménages au cours des prochains trimestres parce que ça demeure probablement une source de vulnérabilité pour le marché de l'habitation. Avant de passer au marché de la revente, je vais
laisser la parole à Philippe pour la première période de discussion. Merci, Francis. C'était vraiment très intéressant. Là. On voit que la pandémie semble avoir amplifié certains phénomènes qu'on observe depuis quelques années, dont celui de la migration d'un certain nombre de ménages des banlieues du Grand Montréal vers le pourtour de la région métropolitaine. Pour l'île de Montréal, la diminution drastique des résidents non permanents a fait chuter sa croissance. Donc, il faudra voir s'ils seront aussi nombreux à s'y installer en sortie de pandémie. Il faut se rappeler que l'île de Montréal connaissait quand même des records de croissance démographique là, au cours des 3 années précédant la pandémie, et ce, malgré ces pertes migratoires avec les banlieues de la région. Donc, c'est une situation à suivre de près. J'aimerais ça aussi revenir sur un des fondamentaux que tu as présenté, là, qui est que la croissance des ménages au cours des prochaines années devrait être particulièrement soutenue chez les ménages les plus âgés. Sur le territoire de la CMM, là, on sait que les 75 ans et plus devraient représenter environ 65 de la croissance des ménages dans les 20 prochaines années. Donc, ça fait beaucoup de ménages qui arrivent progressivement à 75 ans et plus. Je me demandais qu'est-ce que cette grande vague de fonds là, liée au vieillissement des ménages annonce, selon toi, pour le marché résidentiel dans les prochaines années? Bien, très bonne question, Philippe. Malheureusement, les dernières données, c'est un peu la trajectoire résidentielle des ménages plus âgés que l'on a, c'est le recensement de 2016, encore une fois. Qu'est-ce qu'on voyait déjà à l'époque? C'était qu'il y avait peu de changements, un peu. On ne voyait pas nécessairement encore des premiers baby boomers, donc ceux nés après la Deuxième Guerre mondiale, donc étaient rendus à 70 ans lors du recensement. On ne voyait pas nécessairement un grand changement, donc peu d'entre eux vendaient leur maison pour acheter du condo ou aller dans le marché locatif. Par contre, qu'est-ce que l'on sait de toutes les générations précédentes, ce qui arrive à un moment dans le temps, ça peut varier entre les générations, des fois c'est à 70 ans, des fois c'est 75, des fois c'est à 80. Il arrive un moment dans le temps où on voit que les ménages âgés vont commencer à vendre leur propriété pour retourner soit dans du condo, soit vers le marché locatif. Donc, cet impact démographique-là va sûrement se faire sentir éventuellement sur le marché. Et je vais revenir en fin de présentation avec des perspectives, disons, long terme pour le marché locatif. Par contre, la grande question, encore une fois, à 1 million, c'est que vont faire les baby boomers? Est-ce qu'ils vont retarder le plus possible la vente de la propriété pour aller, par exemple, dans du locatif? Est-ce qu'ils vont vouloir vieillir sur place? Ou ils vont dire la maison est rendue trop grande, donc on va casser maison, puis on va vendre, puis on va aller dans le plus petit. Donc, ça, c'est un peu la grande question, mais c'est sûr qu'éventuellement, le vieillissement de la population va commencer à avoir des impacts, disons, plus importants sur le marché. OK. On peut penser qu'éventuellement, on va assister peut-être pas à un surplus de maisons individuelles, mais au moins, du moins un desserrement de ce marché-là avec des centaines de milliers, en fait, de ménages là, qui arrivent à des âges quand même plus... 75 ans et plus. Bon, les 75, c'est les plus jeunes, mais là, sur 20 ans, là, ça va continuer à vieillir. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de ménages. C'est intéressant. Il faut continuer à suivre ça parce qu'un vieillissement quand même aussi rapide là, dans le temps, on n'a pas vu ça. Là, c'est à suivre. Oui. Merci beaucoup, Francis. Je te laisse poursuivre avec la deuxième partie de ta présentation qui porte sur la revente et le marché du neuf. C'est exact. Donc, je vais repartager mon écran. Ça va prendre quelques instants. Donc, oui, merci Philippe pour ces questions. Donc, on va passer maintenant au marché de la revente. Et donc, vous avez ici les ventes centristes, donc réalisées par l'entremise d'un courtier immobilier. Donc, 2014-2016, l'économie montréalaise allait un peu moins bien. Donc, l'emploi allait un peu moins bien à Montréal, tout ça. Donc, le nombre de transactions était un peu plus faible, mais par la suite, l'économie s'est améliorée. Et puis voir que le nombre de transactions a augmenté. Et en 2020, malgré la pandémie, un nombre record de transactions. Par contre, disons que l'année était un peu en dents de scie. Donc, de janvier à mars, on avait une hausse de 13 des transactions par rapport à janvier à mars de 2019. En avril et mai, c'était les premières mesures de confinement. Les marchés étaient pratiquement fermés. C'était très difficile d'acheter une propriété pendant cette période-là. Forte chute du nombre de transactions. Et durant le reste de l'année, il peut y avoir une hausse de 34 des transactions. C'est sûr, dans ce 34 %-là, il y a probablement un effet de rattrapage. Donc, il y a des ménages qui auraient voulu acheter en avril et mai,
mais les marchés étaient fermés ou partiellement fermés, donc ils n'ont pas pu acheter, donc ils sont revenus sur le marché un peu plus tard. Mais il y a aussi, comme on le disait, les taux hypothécaires faibles qui ont encouragé le nombre de transactions. L'emploi chez les 25-44 ans à temps plein qui n'a pas baissé, donc ça a supporté la demande sur le marché. Et aussi, tous ces changements-là, on voit qu'on a vu donc les gens qui vont en banlieue acheter une maison, tout ça, donc ce changement un peu de dynamique étant donné la pandémie, ça a aidé à faire gonfler le nombre de transactions en 2020. Ça, c'est du côté de la demande. On va voir maintenant du côté de l'offre. Je vous ramène ici en mi-2015, il y avait près de 36 000 propriétés à vendre sur le système Centris, donc le système des courtiers immobiliers. Donc, c'est énorme pour la grande région de Montréal. Donc, la demande était plus faible à l'époque, comme on le disait. Donc, le stock s'accumulait sur le réseau Centris. Mais par la suite, on a vu que la demande a commencé à prendre du mieux. Donc, l'inventaire a commencé à sortir de plus en plus vite. Et on a aussi remarqué que de moins en moins de gens décidaient de vendre leur propriété, ce qui fait en sorte que l'offre a fortement baissé au cours des dernières années. Forte baisse aussi en 2020 par rapport à 2019 et un des plus faibles niveaux de propriété à vendre depuis très longtemps dans le Grand Montréal. Seule exception à la règle, je vous dirais, en ce moment, en temps de pandémie, le condo dans les secteurs plus centraux de Montréal, surtout par exemple à Ville-Marie, Griffintown, on voit quand même beaucoup de condos qui sont mis en vente récemment, étant donné peut-être la situation un peu plus difficile dans le centre-ville de Montréal. Donc, le secteur secteur centre-ville est vraiment à suivre parce qu'il se distingue un peu des autres en ce moment. Bien, avec une offre de propriété très, très faible, une demande très forte, qu'est-ce qu'on a? On a un marché qui se resserre et qui favorise de plus en plus les vendeurs, autant pour l'unifamilial que pour le plex de 2 à 5 unités. Et après une longue traversée du désert, aussi pour le condo, qui était un marché favorable aux acheteurs il y a quelques années, maintenant très favorable aux vendeurs. Et si vous regardez les trois courbes en fin 2020, ça se croise tout à une hauteur de 2 ou 3 environ sur le graphique. Qu'est-ce que ça représente, ce chiffre, le 2 ou 3 là? Supposons qu'à partir de maintenant, on est le 23 février. Donc, supposons le 23 février, 10h23, plus personne dans le Grand Montréal décide de mettre en vente sa propriété sur le marché. Mais ça veut dire qu'on a le rythme actuel des ventes. Ça prendrait juste 2 mois, 2 mois et demi pour tout vendre. Qu'est-ce qu'il y a de disponible présentement sur le marché? Donc, un nouvel acheteur qui se présenterait dans le Grand Montréal dans 3 mois se retrouverait devant le néant. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça, c'est du jamais vu dans le Grand Montréal d'avoir un marché aussi favorable aux vendeurs, aussi chaud que ça. Vous pouvez demander peut-être, bon, ça c'est pour le Grand Montréal, mais qu'est-ce qui se passe par secteur du Grand Montréal? Peut-être que ça varie d'un secteur à l'autre. Et si vous avez la carte du Grand Montréal par secteur, et lorsque c'est rouge, c'est un marché vendeur d'unifamilial, vert équilibré et bleu, c'est acheteur. Et vous pouvez voir que c'est rouge pratiquement partout. Il y a un petit village gaulois qui résiste sur l'île de Montréal, c'est celui de Ville-Marie, mais qui est un secteur qui non plus n'a pas beaucoup de maisons unifamiliales de toute façon. Donc, grosso modo, un marché qui favorise les vendeurs partout. Si on va voir maintenant la situation du condo, c'est la même histoire, un marché qui favorise les vendeurs pratiquement partout. Encore une fois, le secteur sur l'île de Montréal qui se distingue, c'est Ville-Marie. J'en ai parlé il y a quelques instants, il y a beaucoup de condos qui sont mis en vente présentement dans ce secteur-là. Il y a aussi la demande en ce moment est beaucoup plus faible pour le condo dans le centre-ville, ce qui fait en sorte que c'est un marché qui se détend fortement. Et si la tendance se maintient, le marché du condo centre-ville pourrait même basculer favorable aux acheteurs bientôt. Donc, vraiment, encore une fois, ici, une exception à la règle par rapport au Grand Montréal. Et qu'est-ce que l'on a souvent quand on a des marchés aussi favorables aux vendeurs? Ça a un impact sur les prix. Donc, il y a quelques années, quand le marché était un peu plus détendu, on avait des hausses de prix de 1-2 dans 2014-2015 environ. Par la suite, le marché s'est resserré. On est tombé dans du 5-6 d'augmentation de prix par année. Et en 2020, une hausse de prix d'environ 17 pour le Grand Montréal. Et peut-être que vous demandez, bon, ça c'est pour le Grand Montréal, mais qu'est-ce qui arrive maison versus condo, Rive-Nord versus Rive-Sud versus île de Montréal, Laval, etc. Grosso modo, les hausses de prix, autant pour la maison que pour le condo, autant que pour la banlieue que pour l'île de Montréal, ça aussi est autour de 15-16 un peu partout. Donc, des conditions de marché qui favorisent les vendeurs partout et donc un impact sur les prix importants un peu partout. Nous, à chaque trimestre, à la SCHL, on publie un bilan de santé du marché immobilier de Montréal. Et on l'a vu tantôt, il y a beaucoup de demandes par rapport à l'offre. Et un des indicateurs qu'on regarde, c'est la surchauffe. Et la surchauffe, en gros, c'est de regarder la pression sur le marché. Est-ce que le marché a trop de pression? Et comme vous pouvez imaginer, avec autant de demandes et aussi peu d'offres, il y a trop de pression sur le marché en ce moment. On est en situation de surchauffe depuis quelques trimestres. Et ça équivaut, en termes de santé, à avoir une pression artérielle trop haute.
Et vous savez tous probablement quand on a une pression artérielle trop haute, ça peut amener d'autres problèmes de santé. Un autre problème de santé que ça peut amener, par exemple, pour le marché immobilier, ce serait de la surévaluation, soit d'un niveau des prix qui commence à se détacher des valeurs fondamentales d'économie, de démographie, etc. Ce n'est pas encore le cas pour le moment, mais ça pourrait éventuellement arriver si cette pression-là continue, donc c'est à surveiller. Un autre problème de santé que ça peut amener sur le marché immobilier et qu'on détecte depuis très peu pour Montréal, c'est l'accélération des prix. Donc, un contexte où les prix augmentent de façon de plus en plus rapide. Et le problème que ça peut amener, cette accélération des prix, ça peut amener une certaine mentalité sur certains acheteurs de dire, OK, les prix ne peuvent qu'augmenter. Étant donné que les prix ne peuvent qu'augmenter, je vais acheter des propriétés seulement avec le but de les revendre avec profit à court terme. Et donc, ça, ce type d'achat-là un peu plus spéculatif, ça peut amener éventuellement de l'instabilité sur le marché immobilier. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose qui va être à surveiller avec attention au cours des prochains mois. Qu'est-ce qu'il y a à surveiller en 2021? Je vais être honnête avec vous, on est présentement dans notre exercice de prévision pour l'année 2021-2022. Donc, je n'ai pas de chiffre précis à vous donner sur le nombre de ventes ou le prix, etc. Par contre, qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Est-ce que le rythme des ventes et des prix pourra se maintenir cette année? Déjà, avec les données du mois de janvier, on voit que oui, il y a beaucoup de volume de transactions en janvier 2021 dans le Grand Montréal, mais la cadence, le rythme commence à décélérer un petit peu. Donc, on verra si au cours des prochains mois, ce rythme continue à décélérer. Et donc, même si le marché reste très actif, ça va devenir un peu moins, disons, rapide ou un peu moins intense qu'au cours des derniers mois. Aussi, on l'a vu dans la partie des fondamentaux, des gens qui achètent des maisons en banlieue. Donc, la maison, en ce moment, est un produit qui semble avoir beaucoup d'attraction étant donné le contexte pandémique. Donc, est-ce que le marché en banlieue avec la maison va devenir, encore une fois, plus actif que celui sur l'île? Est-ce que le condo va prendre un peu d'énergie dans tout ça? Donc, c'est à suivre aussi pour 2021. Et comme je le disais tantôt, la situation du centre-ville de Montréal qui distingue un peu du reste du marché du Grand Montréal. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec le centre-ville? Un autre élément très important à surveiller cette année. Je passe maintenant au marché de la construction neuve et tout comme pour la revente, de 2014 à 2016, avec une économie montréalaise qui allait un peu moins bien, on voit que le nombre de mises en chantier est un peu plus faible, à peu près 19 000 mises en chantier de logements par année. 2017 à 2019, à peu près 25 000 mises en chantier de logement par année, qui est un très, très bon volume pour le Grand Montréal. Et en 2020, donc malgré le contexte pandémique, malgré la fermeture des chantiers pendant un mois environ au mois d'avril, niveau record de construction depuis 2004. Si on regarde la construction par type de produit, donc vous avez ici la propriété absolue qui est dans notre jargon, qui est essentiellement de la maison unifamiliale. On peut voir 4 530 mises en chantier de maison en 2020, une légère hausse par rapport à 2019. Par contre, je vous dirais, ça remonte 15 ans, 20 ans en arrière, il se construisait beaucoup plus de maisons dans le Grand Montréal. C'était le produit qu'on construisait le plus et maintenant, c'est le produit qu'on construit le moins. Vous allez le voir tantôt lorsqu'on sortira les chiffres de condos et locatifs. On construit très peu de maisons dans le Grand Montréal. Plusieurs facteurs expliquent ce déclin au cours des 10-15 dernières années. La rareté des terrains, les terrains qui sont plus chers, aussi la taille des ménages qui diminue aussi, et aussi des règles de densification du territoire, donc qui limitent le développement de ce type de produit. Donc, il s'en construit moins de la maison, mais il s'en construit encore. Où on en construit? Ici, vous allez avoir le top 10 de la construction de maisons par municipalité du Grand Montréal. Vous pouvez voir que Mirabel trône au sommet avec près de 450 constructions de maisons unifamiliales. Par la suite, vous allez avoir Longueuil et Laval, qui par contre sont des grandes municipalités. Donc, c'est sûr que la taille des municipalités joue en leur faveur ici. Par la suite, on va sortir du territoire de la CMM. On s'en va à Saint-Lin avec 215 mises en chantier de maisons. Donc là, on est un peu plus à l'extrémité vraiment du Grand Montréal. Par la suite, Mascouche et Montréal, 200 maisons chacun environ. Bien, encore une fois, Montréal est une ville beaucoup plus grande que celle de Mascouche, donc on peut voir que la maison se construit plus fortement en banlieue en termes d'intensité qu'à Montréal. Et pour terminer, le top 10, non, désolé, donc avant de terminer le top 10, Saint-Jean-sur-Richelieu, encore une fois, une municipalité à l'extérieur de la CMM et à l'extrémité du Grand Montréal, 180. Et pour terminer le top 10, finalement, vous avez Saint-Lazare, Saint-Jérôme et Terrebonne. Et encore une fois, Saint-Jérôme, n'oubliez pas, n'est pas inclus dans le territoire de la CMM. Donc, quelques municipalités qui sont à l'extérieur de la CMM, vous pouvez voir, ont beaucoup de construction de maisons unifamiliales. Si j'avais fait un top 15, Saint-Colomban aussi, qui est à l'extérieur de la CMM, aurait fait partie de ce top 15 des municipalités. Et quand on parle de construction de maisons unifamiliales, on parle souvent aussi en termes de
étalement urbain. Et j'ai un de mes collègues qui a fait une étude très intéressante sur le nombre de logements construits depuis environ 30 ans dans le Grand Montréal, mais par rapport à la distance au centre-ville. Donc, lorsqu'on est sous les 5 km, ça veut dire qu'on est vraiment dans le cœur du centre-ville de Montréal, on est au cœur de Montréal dans le centre-ville, et plus qu'on s'éloigne dans le 20 à 30 km et plus on est rendu dans les banlieues de plus en plus éloignées, où l'auto domine plus, disons, en termes de transport, qu'au centre-ville où c'est plus peut-être à pied et en vélo ou le transport en commun. Et si on regarde la perspective sur 30 ans, on peut voir qu'au centre-ville de Montréal, en moyenne, on a construit 80 logements par année sur cette période de 30 ans. Et lorsqu'on s'éloigne de plus en plus du centre-ville, on peut voir qu'aux extrémités du Grand Montréal, à plus de 30 km, on était au double de construction avec 160 logements environ. Comment se compare Montréal historiquement par rapport à des villes comme Toronto et Vancouver? On peut voir Toronto ici, avec une construction quand même assez intense dans le cœur de Toronto. On parle d'environ 250 logements construits dans le rayon de 5 km du centre-ville au cours des 30 dernières années. Alors qu'en banlieue un peu plus éloignée, on en a aussi 250. Par contre, le centre-ville est beaucoup plus développé. Et quand mon collègue me présentait ces chiffres-là très intéressants, ma première réaction que j'ai eue, ça m'a rappelé quand j'ai commencé à travailler à la SCHL il y a près de 12-13 ans. Nos bureaux sont situés au centre-ville de Montréal et c'est nouveau à l'époque, il y avait plusieurs stationnements extérieurs au cœur du centre-ville de Montréal, donc des emplacements de choix. Par contre, au lieu d'avoir du développement résidentiel dans ces endroits-là, on avait des stationnements extérieurs. Donc, on peut voir que le développement du centre-ville de Montréal a pris peut-être un peu plus de temps que dans d'autres centres urbains comme celui de Toronto. Si on regarde maintenant la situation de Vancouver rapidement, on peut voir Vancouver est un peu à mi-chemin entre la situation de Montréal et celle de Toronto. Maintenant, si on passe à la construction de copropriétés, à peu près 6 800 condos mis en chantier en 2020, une baisse par rapport à 2019 qui déjà n'était pas une grande année. Je dirais que ça fait peut-être 4-5 ans qu'on construit vraiment très peu de condos dans le Grand Montréal, mais on en construit quand même dans quelques secteurs. Et si vous avez une map de la construction de condos, je vous explique la map. Les points bleus représentent un immeuble de condo et plus le point est gros, plus l'immeuble est important en termes d'unité, mais vous pouvez voir que c'est très centralisé, la construction, beaucoup dans les secteurs centraux de Montréal et aussi un peu en banlieue, à Longueuil et à Brossard. Par contre, dans tous ces secteurs-là, les mises en chantier en 2020 étaient quand même en baisse par rapport à 2019. Qu'est-ce qui explique cette forte baisse des mises en chantier de condos au cours des 5 dernières années? Mais rappelez-vous, il y a quelques instants, dans le marché de la revente, je vous disais, le marché du condo avait eu une longue traversée du désert, donc c'est un marché qui avait favorisé les acheteurs. Il y avait beaucoup d'offres sur le marché. C'était un peu la même situation qu'on avait dans le marché du condo neuf. En début 2015, il y avait près de 3000 condos neufs invendus dans le Grand Montréal. Et ici, on parle de condos neufs dont la construction était complétée. Donc, 3000 condos neufs invendus dans le Grand Montréal. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'époque? On s'est rendu compte que les promoteurs se sont dit, bien là, il y a beaucoup d'inventaire, c'est le temps peut-être de ralentir la cadence, ralentir les projets, les nouvelles phases et d'écouler cet inventaire-là. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et aussi, la demande a repris éventuellement, ce qui a permis à l'inventaire de diminuer drastiquement. On peut voir maintenant qu'il y a très, très peu de condos neufs invendus dans le Grand Montréal. Et donc, ça, on a fait moins de condos. Qu'est-ce qu'on a fait au cours des 5 dernières années? Mais c'est de l'appartement locatif. À peu près 16 000 mises en chantier d'appartements locatifs dans le Grand Montréal en 2020. Une forte hausse par rapport à 2019, qui déjà 2019 était une forte année. Dites-vous, la dernière fois qu'on a construit autant d'appartements locatifs dans le Grand Montréal, il faut revenir à la fin des années 80. Là. Donc, historiquement parlant, dites-vous, l'Union soviétique existait encore lorsqu'on construisait autant d'appartements locatifs. Ça fait vraiment très longtemps. Et pour vous montrer à quel point Montréal, disons, est sur une autre planète en termes de construction d'appartements locatifs, mais les 16 000 appartements locatifs de Montréal que vous avez à l'écran, c'est autant en 2020 que la grande région de Toronto, la grande région de Vancouver, Calgary et la région d'Ottawa-Gatineau ensemble. Donc, vous pouvez voir vraiment le locatif, ça fonctionne en ce moment à Montréal en termes de construction. Ici, je vais isoler dans la partie locative seulement les mises en chantier de logements locatifs traditionnels. Donc, j'exclus les appartements locatifs en résidence pour personnes âgées. De 2011 à 2014, vous pouvez voir environ 1800 seulement appartements locatifs mis en chantier chaque année. Ça, c'était les grandes années du condo à l'époque. Les années 2011, 2012, 2013, on faisait beaucoup, beaucoup de condos à Montréal et très peu de locatifs. Mais en 2015, on l'a vu il y a quelques instants, le condo a connu un gros ralentissement dans le marché
Et qu'est-ce qui est arrivé? Les promoteurs multirésidentiels se sont tournés un peu plus vers le locatif. Donc, 2015-2016, 4600 mises en chantier en moyenne par année. Et par la suite, ça n'a pas cessé d'augmenter. Et même en 2020, 14 500 appartements locatifs traditionnels environ, donc forte hausse par rapport à l'an passé. Où ça se construit, tous ces appartements locatifs? Encore une fois, un point représente un immeuble locatif. Plus le point est gros, plus l'immeuble est important en termes d'unité. Point bleu, immeuble locatif traditionnel. Point orange, une résidence pour personnes âgées. Mais encore une fois, vous pouvez voir, c'est très simple. Il y en a aux quatre coins de la métropole aussi. Il y a vraiment de la construction partout. Dans les secteurs plus centraux de Montréal, il y en a énormément. Aussi en banlieue, Longueuil, Brossard, mais aussi Saint-Bruno. Si on passe sur la rive nord, vous avez Laval et Mirabel aussi, on a beaucoup de construction locative. Et si on sort du territoire de la CMM, par exemple pour des villes Saint-Jérôme, Saint-Lin et Saint-Jean, vous pouvez voir aussi beaucoup de construction d'appartements locatifs dans ces secteurs. Donc oui, on construit beaucoup de maisons aux extrémités du Grand Montréal dans ces villes-là, mais vous pouvez voir aussi qu'on construit beaucoup d'appartements locatifs et même dans certains cas, plus d'appartements locatifs que de maisons. Donc quand même une certaine densification qui s'opère aussi aux extrémités dans certains secteurs de ces municipalités, à tout le moins. Tantôt, on a eu une perspective, disons, historique 1990 à 2018 d'un peu d'étalement urbain pour Montréal, Toronto, Vancouver. Et si on va regarder la question, disons, sur un autre angle et sur une perspective peut-être un peu plus récente, donc de 2008 à 2018, avec la proportion des mises en chantier qui sont des appartements, que ce soit pour le condo ou du locatif, juste de forme appartement, donc le reste, c'est de la maison. Si on retourne en 2008, on peut voir qu'à Montréal et Vancouver, 60 des mises en chantier étaient des appartements, donc le 40 restant étant de la maison. Et à Toronto, 44 de la construction était des appartements et le 55 restant était de la maison. Et on sait qu'au cours des dernières années, les prix à Toronto, Vancouver ont fortement augmenté dans l'immobilier. Et on peut penser qu'étant donné la forte hausse des prix, on a commencé là-bas à construire un peu plus, soit de condos ou d'appartements locatifs, étant donné la hausse du prix des maisons, donc pour avoir peut-être des produits un peu plus abordables sur le marché. Lorsqu'on regarde les données, en fait, non. On voit que Montréal a une accentuation beaucoup plus rapide vers l'appartement que Toronto et Vancouver, où la maison continue de représenter quand même une partie quand même assez importante des mises en chantier. Pas la majorité, mais quand même plus importante qu'à Montréal. D'autres différences importantes entre Montréal et Toronto ou Vancouver, c'est qu'à Montréal aussi, les immeubles d'appartements que l'on construit sont souvent plus petits. On va souvent avoir plus de 6 à 10 unités, 10 à 20, 20 à 30, etc. Alors que Toronto, Vancouver, souvent, ça va être plus être des grandes tours d'appartements que l'on va avoir. Et un autre résultat que l'on a de différence, c'est que les immeubles à Montréal ont aussi moins d'étages qu'à Toronto, Vancouver. Et là, je vois venir déjà votre question. Oui, mais c'est normal, si on fait des immeubles plus petits, c'est sûr qu'ils ont moins d'étages. Oui, c'est vrai. Par contre, c'est aussi vrai pour les immeubles de grande taille en termes d'unités, de 100 unités, 200, 300 unités plus. Et je m'explique, à Montréal, c'est un peu plus commun de construire des immeubles avec des centaines d'unités qui sont faites sur le long, donc avec seulement 4 à 5 étages, alors qu'à Toronto et Vancouver, c'est plus commun de construire des grands immeubles plus en hauteur. Et un des impacts de construire sur le long au lieu de construire en hauteur, c'est que le temps de construction en moyenne va être plus faible à Montréal pour ce type d'immeuble. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur le marché? Mais imaginez la situation suivante. Vous êtes dans une situation où la demande est très, très forte sur le marché et il faudrait ajouter de l'offre pour enlever un peu de pression. Mais dans le cas de Montréal, étant donné qu'on est capable de construire, disons, plus sur le long qu'en hauteur, on est en mesure d'ajouter plus rapidement des nouvelles unités sur le marché. On est en mesure d'enlever un peu plus de pression rapidement sur le marché à Montréal, qu'à Toronto et Vancouver, ce qui ultimement peut avoir un impact sur les prix et aussi l'abordabilité dans le marché. D'autres différences quand même à signaler entre Toronto et Vancouver. Et la première que vous avez à l'écran, on est en train de travailler sur ce sujet à la CHL et nous espérons pouvoir, disons, divulguer quelques données d'ici la fin de l'année. C'est tout ce qui concerne les frais de développement, le type de frais ou la quantité de frais qu'il y a entre Montréal, Toronto et Vancouver. Et si on parle de frais que chargent ou qu'imposent les municipalités à tout type de nouveaux projets résidentiels. Il semble, là, disons, que l'hypothèse que ces frais sont plus élevés à Toronto et Vancouver qu'à Montréal, mais aussi un peu plus variés, et que certains de ces frais-là aussi nécessitent beaucoup de négociations à Toronto-Vancouver. Donc, ce qui fait en sorte que lorsque
vous avez plusieurs frais à payer, donc qui rendent à vos coûts de construction, et aussi que ces frais-là, souvent, sont le résultat d'une négociation qui peuvent s'étirer, disons, entre la ville et le promoteur. Donc, c'est plus long à avoir un permis, donc ça retarde un peu plus les projets, mais aussi dans un contexte qui a des frais élevés, des délais d'approbation. C'est peut-être aussi juste les promoteurs aux poches les plus profondes qui peuvent survivre dans un tel environnement. Et donc, ça fait en sorte que les petits joueurs dans l'industrie vont disparaître, alors qu'à Montréal, peut-être les plus petits joueurs de l'industrie immobilière vont réussir à survivre un peu plus longtemps, à tout le moins. Autre différence aussi qui est plus difficile à quantifier, malheureusement, le syndrome du pas dans ma cour. Donc, si vous prenez une photo du parc immobilier de Montréal, vous allez souvent avoir un mélange de maisons, aussi de petits immeubles de 2, 3 étages, de condos, d'appartements locatifs. Donc, la ville de Montréal, le Grand Montréal, c'est beaucoup construit avec un peu cette densité-là de maisons, aussi de petits immeubles, d'appartements à travers le territoire. Ce qui est peut-être un peu moins le cas, par exemple, à Vancouver et Toronto. Et dans le cas de Montréal, par exemple, lorsqu'une maison est achetée et dont elle est détruite, est achetée pour être détruite et construire, par exemple, un bloc de 2, 3 étages par-dessus, souvent, on va peut-être avoir un peu moins de réticence dans le quartier immédiat face à ce nouveau développement parce que c'est déjà quelque chose qui est présent. Alors qu'à Vancouver, et je parlais à un de mes collègues à Vancouver qui me disait souvent à Vancouver, lorsqu'une maison est achetée pour être détruite, mais c'est pour y construire une maison encore plus grande sur le terrain. Et si on devait construire, par exemple, un bloc de 2, 3 étages de condos ou d'appartements locatifs, dans un secteur où il y a beaucoup plus de maisons que d'appartements, il pourrait avoir peut-être un peu plus de réticence, encore une fois, bloquer ou même retarder certains projets. Donc, c'est toutes des choses qui sont, encore une fois, à explorer, mais qui, ultimement, peuvent expliquer certains facteurs d'abordabilité entre Montréal, Toronto et Vancouver. Qu'est-ce qu'on doit surveiller en 2021? Donc, le segment locatif, on l'a vu vraiment le vent dans les voiles. Est-ce que le segment pourra garder la cadence en 2021 avec le nez de mise en chantier de janvier? On voit que le locatif demeure encore très populaire en termes de construction. On verra au cours des prochains mois si on peut un peu un ralentissement de cadence de ce côté-là. On l'a vu aussi, le marché du condo depuis 4, 5 ans, c'est très faible en termes de construction. Est-ce que ce sera le grand retour cette année pour le marché du condo avec des stocks aussi bas, une demande aussi forte? Ça va être à suivre. Et encore une fois, comme pour le marché de la revente, la situation au centre-ville de Montréal est un peu plus difficile. Donc, ça va être à suivre, encore une fois, comment ce marché va se comporter, contrairement au reste du Grand Montréal. Donc, sur la fin de cette section, je vais arrêter de présenter mon écran et céder la parole à Philippe. Merci beaucoup, Francis. Beaucoup de contenu très intéressant. Comme j'ai mentionné tantôt, on va prendre quelques questions à la fin de la présentation par le biais de l'outil de questions-réponses. Juste faire attention pour que vos questions soient le plus précis possible. Donc, je reviens à ce que tu nous as montré, Francis. Bon, on a vu notamment que plusieurs des municipalités où on construit le plus de maisons individuelles sont des municipalités là, situées à l'extérieur, en fait, du territoire de la CMM. Dans le Grand Montréal, en particulier sur le territoire de la CMM, on est vraiment en processus de densification là, depuis le début des années 2000. Et ce, en fait, dans tous les secteurs géographiques de la région. Je me demandais, dans quelle mesure tu penses que la pandémie actuelle pourrait avoir un impact sur la densification en cours ou au niveau de la construction d'appartements? Penses-tu qu'on peut s'attendre dans les prochaines années à voir apparaître des espaces facilitant le télétravail, des projets plus verts avec des espaces extérieurs, là, qu'on pense à des balcons de plus grande superficie ou des petites cours, par exemple? Oui, très bonne question. Je dirais, je pense que une partie de la question serait probablement bien répondue par les promoteurs qui sont actifs à travers le Grand Montréal. Par contre, grosso modo, qu'est-ce qu'on voit généralement, c'est que les promoteurs vont s'adapter à la nouvelle réalité. Donc, eux doivent répondre aux besoins des clients. Et s'il y a un besoin des clients pour avoir un espace bureau qui n'était pas présent avant ou avoir un petit espace là, de verdure, etc. Donc, c'est toutes des choses que je suis probablement que les promoteurs vont prendre en considération. Et aussi, il faut tenir en compte que le prix des maisons a augmenté fortement aussi au cours des derniers mois, étant donné donc cette migration, cette popularité de la maison, tout ça, et cette rareté sur le marché. Donc, il y a aussi un impact sur l'accession à la propriété. Donc, le prix des maisons aussi sont assez élevés. Donc, c'est sûr que je dirais qu'une densification aussi, pas seulement réglementaire, mais aussi naturelle qui se fait par l'abordabilité des habitations. Donc, si les prix des maisons deviennent assez élevés, c'est sûr que les gens vont peut-être regarder aussi d'autres produits qui sont aussi appelés à s'adapter pour faire tenir en compte de la nouvelle réalité là, du marché du travail plus particulièrement.
Ah, merci, Francis. Ben, c'est ça. En fait, c'est à voir. On est vraiment dans la pandémie. Là, on entend beaucoup, bon, on a besoin de plus d'espace et compagnie. On va voir. On sait que c'est pas tout le monde non plus qui fait du télétravail. Là. On est à peu près à 40 là, des emplois où le télétravail est possible dans le Grand Montréal. Donc, ça fait beaucoup de gens aussi qui n'ont pas accès non plus au télétravail. Donc, tu sais, c'est à voir en sortie de pandémie. Là. Ben, je te laisse poursuivre avec ta troisième et dernière partie qui porte en fait spécifiquement sur le marché locatif. Parfait, merci Philippe. Merci. Donc, oui, comme le Philippe le disait, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, tous les impacts de la pandémie ne sont pas encore connus. Donc, la poussière n'est pas retombée. Et ça sera vraiment à suivre au cours des prochains mois avec intérêt. Donc, la dernière section de la présentation, le marché locatif du Grand Montréal. Donc, c'est un petit historique là, rapidement. Donc, à la fin des années 80, je l'ai dit tantôt, on construisait beaucoup d'appartements locatifs, probablement même plus que la demande. Donc, le taux d'occupation a fortement augmenté jusqu'à 7-8 %. Par la suite, début des années 90, c'était la récession. Donc, la construction d'appartements a chuté drastiquement. Et en plus, comme c'était une récession, les locataires demeuraient locataires plus longtemps. Donc, c'est moins le temps d'acheter. Donc, ça a aidé la demande locative et ça a fait chuter le taux d'occupation. Jusqu'au début des années 2000, sous les 1 Et souvenez-vous, à l'époque, on parlait beaucoup de la crise du logement à Montréal dans les médias avec des taux d'occupation aussi faibles. Par la suite, le taux d'occupation a augmenté légèrement, aussi entre 2 et 3 et de 2017 à 2019, quand même une bonne baisse de 4 à 1,5 en l'espace de 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 années-là? On en a parlé en début de présentation, une demande locative qui était forte, surtout à cause du sol migratoire qui était très, très, très élevé. Donc, ça a vraiment soutenu la demande locative sur le marché. On est aussi dans un contexte de vieillissement de la population, donc on sait que certains ménages éventuellement qui vont vendre la propriété pour retourner sur le marché locatif. Ça aussi, ça soutient la demande locative. Et dernier facteur aussi, c'est qu'on remarque que les jeunes d'aujourd'hui sont plus locataires que les jeunes d'avant. Et on peut penser qu'avec les hausses importantes du prix de l'immobilier au cours des dernières années à Montréal, c'est de plus en plus difficile d'accéder à la propriété. Et donc, les jeunes sont locataires un peu plus longtemps qu'avant. Mais ça, c'était en 2019. C'est quoi les grands changements en 2020 du côté de la demande? On l'a vu tantôt, le sol migratoire vraiment a connu une chute drastique. Donc ça a vraiment un impact très négatif sur la demande locative. Et aussi avec tout ce qui est la partie d'université là, en distance, qui n'est pas en présentiel. Donc, beaucoup moins de personnes se sont déplacées près des campus universitaires, près des universités pour louer un logement, étant donné que l'université était à distance. Donc, c'est un peu la distinction par rapport à 2019. Du côté de l'offre, maintenant, qu'est-ce qui est vrai en 2019 et en 2020? On construit beaucoup d'appartements locatifs. Donc, il y a beaucoup de nouveaux appartements qui s'ajoutent sur le marché année après année. Ça va être encore le cas. C'était le cas en 2019, c'était le cas en 2020. Peut-être la nouveauté pour 2020, c'était possiblement le retour des locations court terme sur le marché locatif à long terme. Donc, on sait, par exemple, tout ce qui est style Airbnb, il y a pas eu beaucoup de touristes dans la région de Montréal en 2020. Donc, il est possible qu'étant donné l'absence de touristes, que des unités, des logements qui étaient utilisés pour des locations court terme soient revenus sur le marché standard locatif. Et à ce sujet-là, il y a une étude intéressante d'un professeur de McGill qui avait regardé parmi les grandes villes canadiennes et qui trouvait que Montréal était la ville parmi les autres grandes villes canadiennes où les unités Airbnb étaient le plus concentrées géographiquement dans les secteurs centraux. Donc, c'est très, très concentré dans les secteurs centraux, mais aussi où il y avait plus de commercialisation ou dans le jargon du multi-listings. Multi-listing, ça, c'est quand une personne, par exemple, va avoir 4, 5, 6 unités et va les mettre en location sur Airbnb. Donc, on n'est pas dans le cas de, disons, monsieur, madame, tout le monde qui a un condo ou une maison et qui la loue parce qu'il part à l'étranger, qui veut louer son unité, etc. Là, ici, on est vraiment dans le cas où quelqu'un fait un commerce de la location d'Airbnb, sur Airbnb. Et nous, notre enquête locative a lieu en octobre 2020. Mais vous savez, la pandémie a commencé vers la fin du mois de mars. Et déjà avant notre enquête de 2020, on se demandait, on se posait des questions. Est-ce qu'il y a des impacts sur le marché locatif de la pandémie? Une façon qu'on a réussi pour y répondre, c'est d'aller voir le nombre de logements à louer sur la plateforme Centris, donc des courtiers immobiliers, entre avril et août 2020 par rapport aux années précédentes pour la même période. Et là, je sais, on est tout à fait au courant.
louer un logement à travers la plateforme Centris, ce n'était pas la plateforme la plus courante pour louer un logement. Par contre, ça nous permettait d'avoir une vision historique du nombre de logements à louer sur plusieurs années, ce qui était très intéressant pour notre analyse. Et donc, la première chose qu'on a regardé, c'est la ville de Montréal sans les secteurs plus centraux. Donc, on exclut ici le Ville-Marie, le Sud-Ouest, surtout pour la partie Griffintown, le Plateau et le Rosemont. On a voulu voir est-ce qu'il y a plus de logements à louer depuis le début de la pandémie. Et la réponse à cette question dans les secteurs non centraux de Montréal, ça n'a pas changé grand-chose. Vous pouvez voir que le nombre de logements à louer est assez constant par rapport aux autres années. Par la suite, on a fait le même exercice pour la ville de Montréal, mais maintenant pour les secteurs centraux. Donc, pour Ville-Marie, le Sud-Ouest, surtout Griffintown, le Plateau et Rosemont. Donc, depuis le début de la pandémie, est-ce qu'il y avait plus de logements à louer sur le marché? Et là, vous pouvez voir une distinction très importante. Il y avait beaucoup de logements à louer. Donc, on peut penser que du Airbnb, peut-être qui retourne sur le marché locatif long terme. On peut penser des personnes qui normalement louaient à des étudiants locaux, internationaux, étaient incapables de trouver des locataires. Donc, ont mis la plateforme, leurs unités à louer sur la plateforme Centris. Mais est arrivée notre enquête d'octobre 2020 pour avoir des chiffres sur la situation du Grand Montréal dans son ensemble. Et qu'est-ce qu'on a vu pour le Grand Montréal dans son ensemble? C'est une hausse du taux d'inoccupation jusqu'à un peu en haut de 2 pour 2020. Par contre, l'histoire était très différente parmi les secteurs du Grand Montréal. Sur l'île de Montréal, on parle d'un taux d'inoccupation qui a doublé, alors qu'en banlieue, c'est demeuré très stable à environ 1 %. Et même sur l'île de Montréal, on avait des réalités différentes. Donc, sur l'île de Montréal, si on regarde les taux d'occupation par taille d'immeuble, on peut voir pour le 3 à 5 unités, c'est presque stable, ça a augmenté légèrement. Le 6 à 20 et le 20 à 50 unités, ça augmentait un peu plus pour le 20 à 50. Et pour le 50 à 100 et le 100 et plus, vous pouvez voir forte augmentation du taux d'inoccupation. Et généralement, comme vous le savez, des immeubles de taille moyenne, de grande taille, du 50 et plus, 100 et plus, souvent où ça se retrouve dans les secteurs les plus centraux de Montréal. Et quel type de clientèle on retrouve souvent dans les secteurs les plus centraux de Montréal? Des étudiants, que ce soit des étudiants locaux ou internationaux, des travailleurs temporaires, des immigrants, etc. Donc, une clientèle beaucoup plus internationale ou étudiante que dans d'autres secteurs. Et si on regarde les taux d'occupation en 2019 dans les secteurs un peu plus centraux de Montréal pour les immeubles de 20 à 50 unités, c'est entre 1 et 2 %. C'était très, très faible. 2020, vous pouvez voir, on est rendu entre 4 et 6 %. Si on fait le même exercice pour les immeubles de 50 à 100 unités, encore une fois, des taux très faibles en 2019 et en 2020, des fortes hausses. Même le plateau, regardez, 13 % pour les immeubles de 50 à 100 unités. Et encore une fois, même analyse pour les immeubles de 100 unités et plus, 1 à 2 % en 2019 et 2020, encore une fois, des fortes hausses, même 11 % pour le centre-ville de Montréal. Et donc, on voit ici tout l'impact qu'a eu la pandémie sur les secteurs plus centraux de Montréal avec une baisse de la demande importante. Les secteurs que vous avez maintenant à l'écran sont des secteurs où on a eu un peu la même chose que les secteurs que je vous ai mentionnés il y a quelques instants, par contre dans une moindre mesure. Donc oui, c'est des secteurs qui peuvent avoir des étudiants internationaux, du Airbnb qui retourne sur le marché locatif à long terme. Par contre, je dirais les hausses de taux d'occupation ont été un peu plus petites que dans les secteurs qu'on a vus il y a quelques instants. Si on parle maintenant de loyer, en 2020, hausse du taux d'occupation, la plus forte hausse depuis 15 ans, hausse de 4 % des loyers dans le Grand Montréal. Et à première vue, ça peut paraître surprenant. Le marché se détend, il y a plus de logements disponibles dans le Grand Montréal. Pourquoi les hausses de loyer sont aussi importantes? Il faut se rappeler que ça n'a pas augmenté partout dans le Grand Montréal. En banlieue, les taux d'occupation demeurent très faibles à 1 %. Donc, il y a plusieurs secteurs du Grand Montréal où il y a encore beaucoup de pression sur le marché locatif. Il y a très peu de logements locatifs qui sont disponibles. Et aussi, quelque chose que notre enquête ne capte pas malheureusement et qu'on a entendu parler beaucoup d'histoires à ce sujet-là, surtout dans les secteurs peut-être plus centraux comme le centre-ville, tous les incitatifs qu'ont pu donner des propriétaires, par exemple des mois gratuits de loyer, des cartes cadeaux, et qui ne seront pas captés par notre enquête. Mais il est certain que si les taux d'occupation demeurent dans les 10-13 % dans certains secteurs là, au cours de la prochaine année, probablement que l'an prochain, dans ce secteur-là, on pourra commencer à avoir des hausses de loyer qui sont beaucoup plus faibles que celles que vous avez eues en 2020. Un loyer dans le Grand Montréal aussi, un loyer moyen pour disons, un 4,5, quelqu'un qui vit dans un appartement, donc la moyenne, là, c'est à peu près 900 $ à peu près dans le Grand Montréal. Par contre, c'est une moyenne, ça peut varier par secteur. Par exemple, un 4,5 au centre-ville de Montréal va être beaucoup plus cher qu'un 4,5, par exemple, en banlieue, disons, à Châteauguay.
Les loyers aussi des immeubles récemment construits, on l'a vu tantôt, on construit beaucoup d'immeubles locatifs récemment. Donc, nouvelle donnée qu'on a mis dans notre enquête cette année, les loyers des immeubles construits depuis 2 ans, mais vous pouvez voir que les loyers sont beaucoup plus élevés que la moyenne générale. Donc, dans le cas de l'île de Montréal, on parle de entre 1 500 et 2 500 dépendant de la taille du logement, alors qu'en banlieue, ça peut varier entre 1 000 et 1 500 environ, encore une fois, dépendant de la taille du logement. Donc, des hausses de loyers importantes au cours de 2020 et aussi des logements récemment construits qui sont beaucoup plus chers, ce qui amène aussi toute la question d'abordabilité. J'espère à ce point que vous avez eu, lors de la dernière discussion avec Philippe, le temps d'aller prendre quelques bonnes gorgées de café, parce que c'est la partie ici, ce graphique-là va être un peu plus technique, donc, mais je vais y aller très tranquillement pour être certain que tout le monde comprenne bien comment on a voulu mesurer un peu l'abordabilité sur le marché locatif du Grand Montréal. Qu'est-ce qu'on a voulu regarder ici? On a regardé les 20 ménages locataires les moins fortunés du Grand Montréal et on s'est posé la question suivante. Quel est le nombre d'appartements qui sont abordables pour les ménages les moins fortunés du Grand Montréal? Et on a défini l'abordabilité comme étant le fait qu'un ménage ne devait pas dépenser plus de 30 de son revenu au loyer. Et la situation optimale, ce serait qu'il y ait au moins, dans le Grand Montréal, 20 de tous les appartements locatifs qui soient abordables pour les 20 ménages locataires les moins fortunés. Et dans le même sens, il faudrait que pour les 40 ménages locataires les moins fortunés, qu'il y ait au moins 40 de logements locatifs qui soient abordables pour eux. Ça, c'est la théorie. Qu'est-ce que donne la réalité? Mais si on regarde les 20 ménages locataires les moins fortunés du Grand Montréal, vous pouvez voir qu'il y avait seulement 15 des appartements locatifs du Grand Montréal qui avaient des loyers qui leur permettaient une abordabilité. Et le taux d'occupation dans cette gamme de loyers-là était quand même assez faible à 1,6 donc il n'y avait pas beaucoup d'appartements disponibles dans cette gamme de loyers-là. Si on regarde maintenant les 40 ménages locataires les moins fortunés, la situation s'améliore un peu pour Montréal parce qu'on était rendu à 63 d'appartements locatifs qui étaient abordables, mais encore une fois, il y avait très peu d'appartements disponibles dans cette gamme de loyers-là, taux d'occupation de 1,4 Et ici, donc, vous avez le reste de la distribution pour Montréal. Mais ici, je veux vraiment mettre plus l'emphase sur Toronto et Vancouver que je vous présente à l'écran. Et là, peut-être vous me dites, mais je ne vois absolument rien à l'écran, ils sont où Toronto, Vancouver? Je vous demande de vous diriger vers le bas et vous pouvez voir ici qu'à Toronto et Vancouver, il y a même moins de 0,5 des appartements du parc locatif qui sont abordables pour les 20 ménages locataires les moins fortunés. Donc, oui, il y a des grands problèmes d'abordabilité dans la région de Montréal pour les locataires les moins fortunés, mais on peut voir dans d'autres grands centres du pays, comme Toronto, Vancouver, les problèmes d'abordabilité aussi sont aussi très importants. Et même pour les 40 ménages locataires les moins fortunés, vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'appartements locatifs qui sont abordables. Donc, la question d'abordabilité demeure quand même un enjeu crucial dans ces centres urbains-là en ce moment. Un autre marché locatif qui s'est fortement développé au cours des dernières années, c'est le condo offert en location. Donc, ici, dans notre enquête aussi, petite note, on regarde seulement les locations à long terme. Donc, notre enquête exclut tout ce qui est location court terme, style Airbnb. En 2010, il y avait 10 000 condos offerts en location dans le Grand Montréal. Il peut voir par la suite, ça a fortement augmenté. Et même en 2020, il peut voir une très, très forte hausse du nombre de condos qui est offert en location. Dites-vous, pour le Grand Montréal, c'est à peu près un condo sur 5 qui est un condo qui est offert en location. Donc, c'est quand même non négligeable. Et on voit donc que ça a augmenté au cours des dernières années et ça a aussi beaucoup augmenté en 2020. Qu'est-ce qui pourrait expliquer un peu cette augmentation du nombre de condos en location? Bien, on en a parlé tantôt, là, les années 2011, 2012, 2013, là, donc c'est des très, très fortes années pour la construction de condos dans le Grand Montréal. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est fort possible que certains des acheteurs de ces condos neufs-là ont acheté des condos pour les mettre sur le marché locatif en termes d'investissement. Et donc, comme on a construit plus de condos, il y en a plus qui sont retrouvés en bout de ligne sur le marché du condo en location. Par contre, la grosse hausse qu'on a eue en 2020 du nombre de condos en location, dans les dernières années, on l'a dit, on construit très, très peu de condos. Donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer autant de condos offerts en location en 2020 par rapport à 2019? Et la réponse est peut-être à l'écran ici. Ici, on a regardé le nombre de condos offerts en location dans les immeubles de 100 unités et plus sur l'île de Montréal. Et encore une fois, lorsqu'on pense à des immeubles de 100 unités et plus sur l'île de Montréal, c'est souvent au centre-ville de Montréal qu'on retrouve ces grandes tours-là ou dans les secteurs centraux.
Et en 2019, 24 des condos dans ces grandes tours à condos de l'île de Montréal, surtout dans les secteurs centraux, étaient offerts en location. 24 Et en 2020, ça a connu quand même un saut important. On est rendu à 31 Et qu'est-ce qui explique cette forte hausse-là du nombre de condos offerts en location? Probablement, encore une fois, des locations à court terme qui sont revenues sur le marché locatif à long terme. Des condos qui étaient loués sur Airbnb sont retournés sur le marché locatif à long terme, étant donné l'absence de touristes et l'absence de demande pour ce type de produit en 2020. C'est un condo, le condo en location, c'est quand même un produit qui a beaucoup d'offres qui s'est ajouté, mais un produit en demande parce que le taux d'occupation est quand même resté stable dans le Grand Montréal, environ 2 Le seul secteur, encore une fois, qui fait exception à la règle, c'est le secteur du centre-ville de Montréal. Le taux d'occupation a, disons, quadruplé par rapport à 2019. Qu'est-ce qu'on doit surveiller maintenant en 2021 pour le marché locatif? Bon, encore une fois, on construit beaucoup d'appartements locatifs, donc beaucoup d'appartements vont venir s'ajouter sur le marché. L'offre va augmenter. Mais du côté de la demande, les grandes inconnues, qu'est-ce qui va arriver avec la migration internationale? Donc, est-ce que les frontières vont réouvrir? Est-ce que les étudiants internationaux vont pouvoir revenir, les immigrants, les travailleurs temporaires de l'étranger, et même pour la migration entre les régions du Québec? Est-ce qu'à l'automne 2021, désolé, est-ce que les cours universitaires vont être en présentiel, encore à distance? Est-ce qu'on va revenir près des universités, près des campus? Donc, plusieurs questions qui vont avoir un impact sur la demande locative. Donc, c'est à suivre pour voir quelle direction pourrait prendre le marché en 2021. On parle beaucoup de perspectives un peu plus, disons, court terme, 2020, 2021, 2022, dans les dernières diapositives. Je vais terminer un peu la présentation ici avec une perspective un peu plus de long terme, avec quelques projections. Et à l'écran, vous allez avoir la trajectoire résidentielle standard, généralement observée chez les ménages montréalais et les ménages québécois. Lorsqu'on est jeune, on est surtout locataire. Et tout au long de la vie adulte, il va y avoir de l'accession à la propriété, donc il va y avoir de moins en moins de locataires et de plus en plus de propriétaires. Et rendu un peu plus âgé, et encore une fois, ça peut varier d'une génération à une autre, on sait qu'à certains moments, les personnes âgées vont vendre la propriété pour retourner sur le marché locatif. On a aussi vu au cours de la présentation qu'on est dans un contexte de vieillissement de la population, donc de plus en plus de croissance de ménages âgés, une croissance un peu plus faible du côté des jeunes ménages. Mais je vous ai aussi dit au cours de la présentation que les jeunes ménages aujourd'hui étaient plus locataires que les jeunes d'avant. Et une des raisons, possiblement, c'est plus difficile d'accéder à la propriété. Et qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est qu'on a mis tous ces éléments ensemble, donc trajectoire résidentielle, vieillissement de population, les jeunes qui achètent moins de propriétés parce que c'est plus difficile. On a mis ça tout ensemble pour voir à quoi pourrait ressembler la demande locative au cours des 10-15 prochaines années. Et encore une fois, lorsqu'on a fait l'exercice, je tiens à souligner qu'on n'avait pas prévu la pandémie dans les projections, donc gardez en tête quand même que ce ne sont que des estimations. Donc, qu'est-ce qu'on connaît déjà? De 2011 à 2016, le nombre de ménages locataires a augmenté de 23 000 dans la grande région de Montréal, où on fait une moyenne sur 5 ans, après 4 500 nouveaux ménages locataires par année. Mais selon nos estimations, pour la période 2016-2021, on parle d'à peu près 10 500 nouveaux ménages locataires par année. Et pour de 2021 à 2026, environ 8 000 ménages locataires de plus par année. Donc, tous ces facteurs-là mis ensemble font en sorte que la demande locative devrait demeurer assez soutenue au cours des prochaines années dans le Grand Montréal. Maintenant, on tourne les blocs de 2020 à 2021. Il y a encore, je dirais, beaucoup d'incertitudes sur les marchés avec la vaccination, le retour à une vie quasi normale, l'ouverture des frontières, beaucoup de questions. Et tout au long de l'année, nous aurons des publications, donc que ce soit notre rapport de prévision, notre bilan de santé, comme je le mentionnais un peu plus tôt, ou d'autres publications pour vous aider à y voir un peu plus clair sur le marché. Et je vous invite donc à consulter ces publications tout au long de l'année pour, en bout de ligne, prendre des décisions plus éclairées. Je m'en voudrais par contre de terminer la présentation sans parler du travail qu'effectuent mes collègues dans d'autres départements de la SCHL et qui peuvent vous aider à réaliser vos projets. Donc, que vous soyez des municipalités, des promoteurs privés, des organismes sans but lucratif et vous avez des projets de logement abordables, n'hésitez pas à nous contacter pour vérifier comment on pourrait vous aider dans la réalisation de ces projets-là. Sur ce, je vous remercie d'avoir été avec moi pour ce survol à 20 000 pieds dans les airs du marché immobilier du Grand Montréal et je cède la parole à Philippe.
Merci Francis. Ce que je retiens notamment de ce que tu viens de nous présenter, c'est qu'on construit beaucoup de logements locatifs et que cette demande-là, avec des taux d'inoccupation très bas, en fait, c'est ça, il y a des taux d'inoccupation très bas, donc à l'exception des quartiers centraux qui sont en attente là, du retour des étudiants étrangers, des travailleurs temporaires. Mais cette nouvelle offre de logement locatif vient avec des loyers là, beaucoup plus élevés que ce qu'on avait l'habitude de voir. On voit qu'il y a des problèmes d'abordabilité importants. Plusieurs ménages qui occupent des emplois ou qui gagnent un salaire correct peinent de plus en plus à se loger, même si la problématique de l'abordabilité, là, comme tu nous as montré, est un peu moins importante, n'a pas la même ampleur qu'à Toronto ou Vancouver. Ça met une fois de plus en lumière là, toute l'importance de favoriser la construction de logements sociaux et abordables, dont la construction a été vraiment sous-financée par les gouvernements là, au cours des dernières années. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose concernant les besoins là, importants en matière de logements sociaux et abordables dans le Grand Montréal. Ben, juste pour revenir peut-être au graphique là, un peu plus technique où j'espérais que les gens avaient pris quelques doses de café avant là, pour bien comprendre, mais euh, en fait, aussi, comme je disais, nous, on a utilisé les loyers, puis c'est pas une première étape, là, donc ce calcul-là. On a utilisé les loyers que les gens paient lorsqu'ils vivent dans leur appartement, donc tous les loyers qui sont disponibles. Par contre, on sait lorsque les gens, par exemple, quittent le logement et qu'ils doivent chercher dans les petites annonces un autre logement, les logements des prix affichés par rapport au logement que le prix des loyers que les gens paient, il y a une différence. Dans le Grand Montréal, on peut parler d'un écart souvent de 30-40 entre un loyer affiché qui est disponible et un loyer qui est occupé par un ménage. Donc, c'est certain, encore une fois, si on tenait compte même des loyers seulement affichés, donc qui sont disponibles sur le marché, ça peut devenir encore un peu plus, disons, plus difficile pour un ménage à plus faible revenu de trouver un logement qui va être abordable, donc selon la gamme de loyer qui serait abordable pour lui. Donc, encore une fois, il y a plus disons, d'études qui sont nécessaires à faire à ce sujet-là, mais ça met juste la lumière un peu sur tous les enjeux d'abordabilité qui restent relativement présents à Montréal, mais aussi dans d'autres de centres urbains du Québec et du pays. Là. C'est ça. À la lumière du dernier recensement, là, on notait 215 000 ménages locataires qui sont à faible revenu et qui consacrent plus de 30 de leurs revenus au loyer dans le Grand Montréal. C'est un chiffre qui est assez similaire avec le nombre absolu qu'on retrouvait dans la région métropolitaine de Toronto, qui est pourtant plus populeuse. Donc, c'est des chiffres très concrets là, qui illustrent l'ampleur des besoins en matière de logements sociaux et abordables dans la région. Merci beaucoup, Francis. On va maintenant prendre quelques questions du public qui est déjà rendu 11h08. On ne vous retiendra pas trop longtemps, donc on va prendre quelques questions. J'ai ça ici, mon collègue m'envoie ça. Donc, peut-être ici une première question de Mario Polaise. Comment expliquer le déséquilibre actuel entre acheteurs et vendeurs? Là, tu nous as montré le déséquilibre, là, un marché qui est très vendeur en ce moment. Comment expliquer ce déséquilibre là, aussi important? Très, très bonne question. Donc, on a une étude à ce sujet-là qui est disponible sur notre site web, mais je dirais, euh, depuis quelques années, on disait depuis 15-20 ans, on construit beaucoup moins de maisons dans le Grand Montréal. Et aussi, depuis 5-6 ans, on construit beaucoup moins de condos. On fait beaucoup du locatif. Et donc, un des facteurs, c'est si on construit moins de maisons et on construit moins de condos, le parc immobilier de maisons et de condos ne grossit plus, ne grandit plus vraiment rapidement. Donc, si on construit moins, ça veut dire qu'éventuellement, on peut moins revendre parce que ces unités-là n'ont jamais été construites. Donc, c'est le premier facteur. On construit moins de maisons, moins de condos. Ces unités-là ne peuvent pas être revendues parce qu'elles n'ont jamais été construites. Donc, c'est un facteur. Le parc immobilier locatif grossit beaucoup, mais le parc immobilier de maisons, de condos, lui, ne grossit pas beaucoup dans les dernières années, surtout la maison depuis 15-20 ans. Deuxième facteur, il semble aussi que, donc c'est peut-être plus anecdotique, on a moins de données, mais il semble peut-être que la mobilité des ménages est plus faible. Et qu'est-ce qu'on entend souvent comme histoire? C'est supposons que je suis un ménage, une maison, et je voudrais vendre ma maison pour m'acheter quelque chose d'autre. Mais il y a tellement peu d'offres sur le marché en ce moment, je me dis, si je dois vendre, mais est-ce que je vais être en mesure de retrouver une propriété par la suite? Donc, il y a un phénomène où la rareté de logement vient engendrer une rareté parce que les gens ont peur, en vendant leur propriété, de ne pas pouvoir trouver. Donc, ils disent, ben, je vais rester chez moi, finalement, parce que
potentiellement, je ne pourrais pas retrouver quelque chose à mon goût ou selon mon budget. Donc, je vais rester dans mon domicile actuel. Donc, peut-être la mobilité aussi des ménages serait à la baisse. Donc, c'est tous des facteurs qui viennent faire en sorte que le nombre de propriétés à vendre sur le marché serait aussi faible. Merci. On va y aller avec une deuxième question d'Olivier Paré qui demande est-ce qu'on pense que l'on pourrait voir des changements en termes de vocation des immeubles? On sait que les taux, bon, en ce moment, le centre-ville est pas mal vide. On voit le télétravail qui risque de continuer à être populaire, malgré que plus en mode hybride. Est-ce qu'on peut penser qu'il pourrait y avoir des changements de vocation, là, notamment, on a entendu parler de conversion de résidences pour personnes âgées, en fait, de convertir des espaces à bureaux pour du logement locatif ou résidence personnes âgées notamment? C'est une bonne question. Je dirais, en ce moment, on est un peu encore dans la tempête. Donc, c'est difficile de penser si tous les toits à bureaux vont devenir des résidences. Ça. Donc, on n'est peut-être pas encore rendu à ce point-là. Par contre, c'est normal, une fois que la poussière va être retombée, qu'on va être en mesure de plus de savoir c'est quoi l'espace à bureau qui est nécessaire dans ce nouveau contexte-là, tout ça. Une fois que cette poussière-là va être retombée, je crois que, étant donné, encore une fois, le manque de terrain dans plusieurs secteurs plus centraux de Montréal, même dans certains secteurs de banlieue maintenant, je crois que l'outil de la conversion d'immeubles industriels, commerciaux, a toujours été un peu dans la mire de promoteurs, même de municipalités. Donc, probablement que ce phénomène-là va encore être présent une fois qu'on aura un peu plus de détails sur quelle est la nouvelle dynamique du marché immobilier. Et même souvent en banlieue, je sais même, je pense je ne sais plus de quelle ville exactement, une ancienne aluminerie qui était en banlieue où il y a encore peut-être un peu de terrain qui avait été transformé en bloc de condos là, de 100-200 unités environ. Donc, la conversion est là pour rester et je pense que la grande tendance sous-jacente, c'est qu'il y a un manque de terrain, les terrains sont chers. Donc, lorsqu'on peut trouver un certain morceau de terrain dans un endroit où on pense qu'il peut y avoir une demande, probablement qu'il va y avoir une conversion qui va être effectuée. Une petite question ici de Romane Béchierou qui demande est-ce que le rattrapage, là, on voit qu'il semble avoir un rattrapage, là, rattrapage. Disons que par rapport à Toronto et Vancouver, là, en termes d'abordabilité, là, on voit qu'on se rapproche un peu de ces marchés-là. Est-ce qu'à long terme, on s'en va on se dirige vers la situation qu'on voit là, présentement à Toronto et Vancouver en termes d'abordabilité? Je dirais que toute la question du rattrapage, il faut faire attention parce que je pense que chaque centre urbain, Toronto, Vancouver, ont leurs propres caractéristiques qui expliquent la croissance de prix. Donc, ce n'est pas nécessairement une course de qui va rattraper l'autre en termes de prix. Par exemple, la région de Vancouver, de par sa situation géographique, ont des contraintes de montagne, d'océan en termes de territoire, donc de terrain, tout ça. Donc, chaque région a sa propre caractéristique. À Montréal, en ce moment, qu'est-ce qui est vraiment, disons, le nerf de la guerre, c'est l'offre. Donc, il y a très, très peu d'offres sur le marché en ce moment et ça fait en sorte qu'avec une demande qui est quand même relativement forte, ça entraîne des croissances de prix très élevées. Si on part un phénomène quelconque, on va avoir, disons, un peu plus d'offres qui s'ajoutent au marché dans le Grand Montréal au cours des prochains trimestres. C'est sûr qu'on verrait beaucoup moins de pression sur les prix. Les prix, disons, pas diminuerait, mais disons, la croissance des prix, c'est moins forte que ce qu'on l'a vu. Encore une fois, Toronto, Vancouver, l'emploi peut être différent, la migration peut être différente qu'à Montréal. Donc, chaque région a ses propres facteurs. Donc, il ne faudrait pas, disons, tout mettre ça dans le même panier et penser qu'on va rattraper, etc. Mais c'est vrai que pour Montréal, en 2020, la croissance des prix était quand même forte par rapport aux dernières années, là. On a une question aussi de Élie Desrochers qui mentionne, c'est en lien avec le logement social et abordable et coopérative. Là, on sait qu'il s'en construit plus beaucoup. On a les données de la SHQ notamment qui nous le montrent. Elle se demande si dans toutes les données que tu as présentées là, en lien avec le logement locatif, est-ce que le logement social, les coopératives sont intégrées à ces chiffres-là, notamment quand tu parlais des mises en chantier et compagnie? Les coopératives n'étaient pas inclus dans le total locatif, le 16 000 que j'ai présenté pour le Grand Montréal, oui, logement social, coopérative va être inclus. Par contre, si on regarde
le logement locatif traditionnel si j'avais exclu la coopérative. Par contre, je vous dirais que généralement, je vais présenter la donnée locative dans son ensemble, étant donné que ça peut arriver qu'on capte mal lorsque c'est du social ou du logement non social, une coopérative ou pas une coopérative. Donc, généralement, je vais présenter l'ensemble du locatif parce que la donnée, il y a certaines imprécisions dans notre collecte de données sur la proportion qui serait du logement social ou de la coopérative, malheureusement. Donc, on travaille à améliorer cette partie-là, mais on n'aura pas, disons, une série historique très intéressante là, pour voir un peu l'évolution du logement social du Grand Montréal au cours des dernières années. Bon, merci. Une autre question intéressante. Est-ce que le prix des terrains pour le développement a plus d'influence sur la hauteur des immeubles que le règlement de zonage, notamment? Là? Puis là, on mentionnait, bon, c'est Philippe Mourani qui pose cette question-là. Puis est-ce que c'est différent à Montréal ou à Toronto? Bonne question. Je dirais qu'on n'a pas une analyse très poussée à ce sujet-là. Je dirais que c'est sûr que le prix du terrain va déterminer un peu le type de construction qu'on va y mettre. Mais par contre, aussi, il y a la partie réglementaire qui est ajoutée au prix du terrain. Et souvent, donc, ça va être, disons, une négociation, une discussion entre la municipalité aussi et entre le promoteur pour savoir quel type de propriété qu'on peut mettre dans la règle actuelle ou si on peut avoir une dérogation pour avoir quelque chose de plus haut étant donné tout ça. Donc, très bonne question. Mais encore une fois, comme je le disais un peu plus tôt, on est en train de travailler sur la partie des frais imposés par les municipalités au développement résidentiel. Donc, j'étais un peu moins dans le détail dans la présentation, mais on va comparer tous les types de frais, mais pour la maison, mais aussi pour les condos locatifs de taille, disons, ce qu'on appelle en anglais le low rise, donc faible densité, et aussi la haute densité, les grandes tours. Donc, on va avoir un bon portrait des différents coûts ou frais imposés pour différents types de projets résidentiels à travers le Canada dans différentes municipalités, ce qui va permettre d'avoir une meilleure idée un peu de comment chaque projet dans chaque région, quel coût doit supporter chacun de ces projets-là. Bon, ben, merci Francis. Bon, on vient de dépasser le 11h15. Ben, je te remercie, Francis, là, pour ton éclairage sur le marché résidentiel. Ça met la table pour les prochains webinaires que la CMM va présenter là, de mars à avril dans le cadre de la 4e édition de l'Agora métropolitaine. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Agora métropolitaine, c'est l'occasion pour les élus et tous les citoyens du Grand Montréal de réfléchir et d'échanger sur les enjeux liés au développement durable de la région. Donc, l'Agora métropolitaine sera prochainement annoncée, notamment via nos réseaux sociaux et nos infolettes. Donc, je vous invite à rester à l'affût et à participer en grand nombre. Aussi, je voulais vous mentionner que la présentation de Francis là, va vous être envoyée. Donc, vous allez pouvoir regarder ça là, en détail. Alors, voilà, je vous remercie encore au nom de la CMM et je vous dis à bientôt. Merci. Merci.